Bonjour à tous. La Chine vient d'adopter les propositions relatives à l'élaboration de son 15e plan quinquennal. Il s'agit des grandes orientations qui guideront l'économie chinoise au cours des 5 prochaines années. Quelles sont les nouvelles opportunités d'investissement et de coopération qui émergent aujourd'hui entre la Chine et l'Europe? Pour en débattre, nous organisons aujourd'hui une table ronde avec des invités de premier plan. Et j'ai l'honneur d'accueillir en visioconférence depuis l'Europe Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement de la France. Bonjour. Aurélien Taché, député à l'Assemblée nationale française. Bonjour, je suis Aurélien Taché. Et depuis Shanghai, Benoît Rosignol, président directeur général de Shiyao Investment. Bonjour. Et en plateau à Beijing, Ding Yifan, économiste et chercheur senior à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine. Et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, a prononcé par vidéo le discours d'ouverture pour notre table ronde. Et je vous invite à l'écouter sans plus attendre. Je voudrais adresser mes vraies félicitations à tous ceux qui participent à cette table ronde sur les perspectives de développement et notamment à partir du projet de planification de la Chine. En France, un grand écrivain a dit « Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». Nos stratégies de développement, mais aussi nos diplomaties doivent penser l'avenir. Il faut regarder ensemble dans la même direction. Nous avons de multiples différences. Ce qui doit nous réunir, c'est le goût du futur et la réflexion pour ce futur. Alors bravo de vous réunir en table ronde pour travailler à cette vision partagée du futur. Vraiment, ce sont des mots très encourageants. Alors maintenant, je vous invite à écouter M. Liu Jiandong, président de la Chambre de commerce chinoise auprès de l'Union européenne. Et M. Liu, il nous a donné son point de vue sur la coopération économique entre la Chine et l'Europe. Depuis un demi-siècle, les relations sino-européennes ont connu un parcours remarquable. Aujourd'hui, nous voyons avec satisfaction que, malgré divers défis, la coopération économique et commerciale sino-européenne reste fort résiliente. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 732,2 milliards d'euros, les équipements mécaniques et de transport représentent plus de 50% et les appareils électroménagers enregistrent une bonne croissance bidirectionnelle. Plus encourageant encore, l'investissement direct chinois en Europe a augmenté de 47% en glissement annuel, les secteurs émergents comme les véhicules électriques et l'économie numérique étant des points chauds. Ces chiffres confirment à souhait que la complémentarité économique s'intensifie et la base de coopération se consolide. Pour l'avenir, la récente 4e plénum du 20e comité central du PCC et le 15e plan quinquennal ouvrent de nouvelles perspectives à la coopération. La Chine continue son développement de haute qualité et son ouverture de haut niveau, offrant de nouvelles opportunités à tous partenaires, notamment aux entreprises européennes. Alors, je commence par vous, Monsieur Ding. On voit que la Chine a fixé ses principaux objectifs pour les 5 prochaines années et on voit au cœur de la feuille de route de développement cette notion de, entre guillemets, force productive de nouvelle qualité. Et selon vous, comment cette nouvelle dynamique peut-elle ouvrir de nouvelles opportunités de coopération entre la Chine et l'Europe? En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Pour le développement de forces productives de nouvelle qualité, il y a d'abord des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'application de l'intelligence artificielle dans des secteurs divers afin d'élever le niveau de productivité et la précision de la production, la standardisation de la production, etc. etc. Donc on assiste à une application massive de technologies de l'intelligence artificielle dans des secteurs industriels aujourd'hui. Donc, à part cela, il y a aussi le service. Le secteur de service va utiliser davantage aussi ce genre de nouvelles technologies. Ça pourrait relever grandement l'efficacité et le taux de productivité dans le secteur de service. Mais le problème, c'est qu'il faut accompagner cela par un enseignement spécifique
Pour cela, ça prendra un peu de temps et surtout compte tenu de l'âge différent de la population. Il faut que la population du troisième âge s'adapte aussi à ce genre de nouvelles technologies. Tout cela, ce sont l'enseignement, le service, tout cela, ce sont des opportunités de coopération. Eh bien, là, dans ce domaine de régulation, par exemple, réglementation de technologie, intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à faire entre la Chine et l'Europe. C'est du point de vue des autorités officielles. Mais à part cela, il y a beaucoup de choses à faire entre les entreprises. Alors, Monsieur Taché, quel est votre regard sur cette question? Avez-vous des expériences ou des exemples concrets à partager avec nous? Eh bien, je pense que effectivement, ce 15e plan de planification est porteur d'opportunités très concrètes pour la coopération franco-chinoise. Je pense évidemment en particulier à la transition énergétique. Je l'ai dit, c'est vraiment le défi auquel on doit faire face. Nous avons aujourd'hui énormément de points communs entre ce que nous voulons faire en Europe et en particulier en France et ce que la République populaire de Chine veut faire en matière de transition énergétique. Moi, quand je me suis rendu en Chine, j'ai pu aller visiter la centrale nucléaire de la baie de Daya, la première centrale nucléaire chinoise, qui a été construite dans le cadre d'une coopération franco-chinoise entre EDF et l'entreprise CGN. Et d'ailleurs, j'ai pu visiter à cette occasion le musée de la centrale, qui rappelle qu'on appelait les 100 ingénieurs chinois qui sont partis en France les hommes d'or, parce que c'était quelque chose d'extrêmement important à l'époque, et que cette coopération a permis à cette centrale de voir le jour. Alors depuis, la Chine a construit de nombreuses centrales, mais j'ai remarqué que nos entreprises, EDF et CGN, continuaient à travailler ensemble, notamment sur la question des énergies renouvelables. Moi, je suis convaincu que, par exemple, nous aurons besoin, nous Français, de travailler avec nos amis chinois sur la question de l'éolien et de l'éolien offshore en particulier. Nous avons véritablement beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là, mais aussi dans les domaines des transports, par exemple. Je sais que l'entreprise BYD est vraiment sur la question des voitures électriques en pointe. Renault, avec notamment le projet de Twingo électrique, a été rencontrer des partenaires chinois, est en train de se rapprocher de fournisseurs chinois et peut-être même demain, il y aura, ces entreprises le décideront si elles le souhaitent bien sûr, mais des joint ventures comme on pouvait voir par le passé, et ce sera peut-être plus les Français qui transféreront des technologies aux Chinois, mais peut-être l'inverse. Et c'est très bien, c'est comme ça. La coopération doit avancer au nom de ce concept de civilisation humaine, au nom de la transition écologique que nous devons réaliser. Donc j'identifie dans les questions de transition énergétique le sujet des énergies renouvelables, le sujet des voitures électriques, et il y a bien d'autres domaines dans lesquels nous pourrions travailler, l'agriculture intelligente par exemple, tout un tas de sujets comme cela où je pense vraiment que la coopération franco-chinoise va devoir aller de l'avant dans les années à venir. Et M. Dinifan, on voit aussi que dans le cadre de cette 15e plan quinquennal, la Chine s'est fixé des objectifs en matière de double carbone. Donc, quelles sont les principales opportunités de coopération qui s'ouvrent avec cet objectif? Là aussi, il y a beaucoup de choses à se faire, car l'Europe et la Chine sont deux entités économiques qui se tiennent encore à ces engagements de réduction de l'émission en carbone, etc. Mais de ce point de vue, le moyen le plus efficace de lutter contre l'émission de gaz carbone, c'est d'augmenter d'abord les énergies renouvelables. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de choses à coopérer entre la Chine. Prenons le cas de EDF, l'électricité de France. EDF est profondément enraciné en Chine, sur le marché chinois, pour le développement de l'énergie renouvelable, que ce soit solaire, éolienne ou nucléaire. Et ce sont des secteurs qui pourraient contribuer grandement à la réduction de gaz carbone. Et je pense que là aussi, si les Européennes veulent importer de Chine plus d'équipements de production de l'énergie renouvelable, eh bien la Chine a la plus grande capacité de production industrielle
pour ces équipements de l'énergie renouvelable. Et là aussi, il y a beaucoup de marge de manœuvre dans la coopération entre la Chine et l'Europe. Et Monsieur Lalonde, Monsieur Ding a mentionné tout à l'heure que la Chine et l'Europe œuvrent ensemble pour relever ce défi climatique. On voit que la COP 30 s'est tenue en novembre au Brésil. Comment, selon vous, les deux parties peuvent mieux travailler ensemble pour renforcer ce cadre multilatéral de coopération? Écoutez, à Belém, d'abord, il faut assurer le succès de cette conférence. Et le succès de cette conférence, c'est qu'à la fin de la conférence, l'addition de toutes les contributions nationales aboutisse à réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut qu'on réduise. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on additionne l'ensemble de ces contributions, on est à près de 3 degrés Celsius d'augmentation de température à la fin du siècle. Il faut descendre à 2 degrés. Donc la Chine, la France, l'Europe, tous les États du monde doivent conjuguer leurs efforts pour réduire cette température, cette prévision. Plus directement, dans la conférence de Brésil, il y a un certain nombre de sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a le sujet de la forêt. La Chine, par exemple, a déjà une expérience extrêmement intéressante en matière de plantation d'arbres. Il y a énormément d'arbres qui ont été plantés en Chine et on a même arrêté la progression du désert. Comment est-ce que l'on peut contribuer notamment à ce qu'on appelle l'adaptation? L'adaptation, on sait que malheureusement la température augmente et donc que le climat est en train de changer et beaucoup de pays sont en train de souffrir de cette situation. Et par exemple, la ville de Téhéran, en Iran, il n'y a plus d'eau. Et la Chine est en train d'aider l'Iran à essayer de répondre à cette situation. Donc la question de l'eau, la question de l'adaptation aux tempêtes, aux cyclones, c'est une question extrêmement importante. Et là aussi, la Chine a une expérience, toute sa côte dans la mer de Chine, il y a des tempêtes, il y a des ouragans qui soufflent sur Shanghai, et il faut que toutes les villes du monde puissent être capables de répondre à ces situations. Donc je pense vraiment que ça, c'est une question très importante. Enfin, il y a une autre question qui est liée à la confiance. Pour que la coopération internationale s'intensifie, il faut que nous ayons confiance dans les mesures qui sont prises, dans les déclarations qui sont faites par les États. Et par exemple, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord sur une mesure commune des émissions des entreprises, par exemple. On fait ça un petit peu, un peu n'importe comment. Et on a besoin d'avoir un marché international des crédits carbone. La Chine a déjà maintenant un marché intérieur pour les entreprises comme l'Europe. Si on avait un marché international sérieux, bien organisé, la lutte contre le changement climatique serait beaucoup plus efficace. Travailler ensemble à la création d'un réel marché carbone international avec des crédits extrêmement sérieux et vérifiés me paraît être une entreprise extrêmement salutaire. Et je pense qu'on devrait discuter avec la Chine pour essayer de monter ce marché international des crédits carbone. Merci Monsieur Lalonde. Et maintenant, nous allons changer de sujet et sur les chaînes d'approvisionnement. Alors écoutons à nouveau Liu Jiandong. En matière de construction de chaînes d'approvisionnement, la Chine est en train de mettre en place un nouveau paradigme de développement centré sur le cycle intérieur comme moteur principal, avec interaction mutuelle entre le cycle intérieur et le cycle international. Le potentiel de développement et les dividendes politiques des régions du centre et de l'ouest offrent une nouvelle entrée aux entreprises européennes souhaitant participer au marché intérieur chinois. Nous pouvons collaborer pour créer un système de chaînes d'approvisionnement, en Chine, pour le monde, et renforcer conjointement la résilience et la sécurité des chaînes industrielles. Effectivement, ce sont des pistes très très importantes. Et je me tourne maintenant vers Monsieur Rossignol. Vous accompagnez les investisseurs étrangers en Chine depuis plus de 25 ans déjà, surtout dans le secteur agroalimentaire et agricole. Quel regard portez-vous sur la coopération entre la Chine et l'Europe dans ces domaines-là et comment faire pour stimuler et approfondir cette coopération?
Au début, les investissements, je dirais, étaient de toute catégorie parce que les opportunités en Chine étaient des opportunités tout au long de la filière agricole et agroalimentaire. Il y avait une grosse demande, aussi bien en production animale que en production végétale, en transformation, en logistique, en distribution. Et également, l'investissement se faisait sur toute la chaîne donc de distribution et de commercialisation avec de grands groupes étrangers, comme à l'époque les groupes Carrefour, Auchan par exemple, qui se sont installés en Chine donc pour bénéficier des opportunités au niveau de la distribution agroalimentaire. En 25 ans, en 30 ans, on a assisté également à l'émergence de très grands groupes chinois qui ont développé des capacités domestiques très haut de gamme, de très grande compétitivité. Et donc, si vous voulez, je pense que maintenant, les opportunités pour les groupes étrangers doivent être plus adaptées au terrain actuel donc d'expertise immédiatement disponible donc sur le marché chinois et donc faire appel à des groupes qui ont une expertise par exemple dans le domaine des produits plus élaborés, dans le domaine de l'alimentation appliquée donc au secteur donc de produits ce qu'on appelle par exemple les alicaments en français, c'est-à-dire qui ont une composante médicale mais qui sont à la base donc des produits agroalimentaires et je dirais toutes sortes d'agriculture, mais plus précise, de haute technologie, qui est véritablement encore en grande demande et en grand besoin donc pour développer donc le marché intérieur chinois. Donc on a une grande évolution donc d'opportunités, je dirais tous secteurs, toutes catégories, vers maintenant des niches plus spécialisées, à haute valeur ajoutée et également qui contribuent à augmenter la capacité de la Chine à pouvoir produire plus sur place pour le marché chinois. Voilà un petit peu ma première réaction à votre question. Alors, dans la dernière partie de cette table ronde, nous allons tourner notre regard bien sûr vers l'avenir et pour avoir les points de vue de tous les invités, je vais commencer par Liu Jiandong. Comme l'a déclaré M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, face à l'avenir, nous avons besoin d'une direction et d'une vision commune. L'histoire de la route de la soie nous apprend que seule l'ouverture et la tolérance peuvent créer la prospérité. Travaillons ensemble, prenons le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques comme notre aspiration initiale et un nouveau point de départ pour bâtir conjointement un avenir plus brillant pour la coopération sino-européenne. Et M. Rossignol, quel conseil donnerez-vous aux entreprises qui veulent investir en Chine? Alors, je pense qu'il y a deux considérations importantes. Okay, la première considération, c'est quel type de produit la compagnie, qu'elle soit française ou étrangère, fabrique. Et par exemple, on note sur le marché chinois une demande pour des produits spécifiquement étrangers, avec des marques étrangères et également avec des terroirs étrangers, qui sont des terroirs reconnus, que ce soit dans le vin, que ce soit dans les fromages par exemple, et liés à des productions donc de certains pays. C'est sur ces images et sur la réputation donc de ces lieux de production qu'il y a une demande du consommateur chinois qui aspire à avoir la possibilité de consommer en Chine ces produits-là, que ce soit chez lui ou que ce soit dans la restauration. Pour cela, il y a des chaînes donc d'approvisionnement. Il y a en Chine également la possibilité d'importer directement. Et ça, c'est une première catégorie donc de fourniture de produits agroalimentaires sur le marché chinois. La deuxième, c'est de profiter du développement de la Chine et tout au long de la filière agri-agro. Et je vais prendre plus particulièrement la partie agricole. Okay, la Chine, en l'espace de 30 ans, est devenue le numéro 1 mondial de l'alimentation animale. Okay, c'est impressionnant. En une seule génération, les 3 plus gros groupes mondiaux sont tous chinois dans l'alimentation animale et notamment pour les grands animaux. Okay, pour cela, toute la filière a besoin donc de suivre ce formidable développement avec également
des savoir-faire et des matières premières qui devront, pour rester compétitifs, être basés en Chine et être produits en Chine. Okay. Et là encore, nous avons des groupes étrangers qui ont des compétences établies dans leur propre pays et qui peuvent tout à fait bénéficier de la croissance donc de ces grands groupes en s'installant en Chine, en investissant en Chine, pour participer donc au développement donc de ces grands groupes locaux. Qui auront besoin également de s'appuyer sur des groupes avec des expertises particulières, que ce soit dans le secteur vétérinaire, par exemple, ou dans certains types donc d'ingrédients pour la partie agricole, qui ont je dirais un savoir-faire établi par des groupes étrangers. Donc là, c'est un besoin d'implantation et de développement en Chine pour satisfaire ces grands groupes qui sont devenus maintenant des leaders mondiaux. Et ça, c'est une approche différente qui peut se faire soit par des mises en place d'usines donc nouvelles, ce qu'on appelle des greenfields, ou alors par des acquisitions. Et c'est ce que nous faisons donc à Xiao Investment depuis bientôt 25 ans, à participer à des acquisitions, à de partenariats entre des groupes chinois et des groupes donc étrangers pour pouvoir bénéficier donc du potentiel de développement de groupes chinois. Et Monsieur Lalonde, quels sont vos mots pour l'avenir? Il me semble, vous savez, la question la plus importante, vraiment, c'est la question de la paix dans le monde. Et je pense que l'Europe et la Chine devraient coopérer pour essayer d'imposer, si je puis dire, une diplomatie de la paix plutôt que, en ce moment, cette espèce de montée à la guerre à laquelle on assiste avec des discours extrêmement belliqueux, avec des ventes d'armes, tout ça, ça m'inquiète. Et on ne peut pas lutter contre le changement climatique s'il y a des guerres partout. Donc, il faudrait déjà que la Chine, qui est pacifique, et l'Europe, qui est pacifique, on essaye d'imposer la paix. Et puis, à côté de ça, comment est-ce que l'on fait dans un pays pour lutter contre le changement climatique? Eh bien, on électrifie. L'électrification, c'est manifestement le moyen de réduire les émissions de l'énergie. Parce que l'électricité, on peut la produire sans carbone. C'est notamment ce qui se fait par exemple en Chine avec les extraordinaires programmes d'installation d'énergie renouvelable et de solaire. On voit des images de collines entières qui sont remplies de cellules photovoltaïques. Eh bien, en France, c'est pareil, et nous avons déjà coopéré beaucoup sur l'électricité nucléaire. L'électricité nucléaire, c'est aussi une source d'énergie décarbonée. Comment est-ce qu'on fait vivre ensemble sur un grand réseau électrique, à la fois le nucléaire et à la fois le solaire et les éoliennes? C'est une question qui est difficile et qu'il faut notamment asseoir sur un réseau intelligent. Donc, les lignes électriques, le réseau et le numérique et l'intelligence artificielle au service de cette électrification me semblent être des domaines de coopération parfaitement justifiés, mais très importants. Et tout ce qui touche à l'électrification, ce sont aussi les batteries. Nous avons besoin aussi de travailler au stockage du carbone. Est-ce qu'on peut récupérer le carbone de l'air, le CO2 de l'air? Est-ce qu'on peut ensuite l'enfouir sous terre? On a beaucoup de domaines de haute technologie qui sont très importants sur lesquels il faut que nous fassions des progrès. Et Monsieur Taché, quelles sont vos attentes? Alors évidemment, le premier défi, c'est celui de la transition écologique. Donc dans ce domaine-là, il va falloir continuer à faire feu de tout bois ensemble pour avancer vers une économie décarbonée au niveau mondial, vers un réchauffement climatique limité. Donc ça passera effectivement par un développement extrêmement important de ce qu'on appelle les énergies vertes. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les débats qui étaient ceux du passé n'auront plus beaucoup de sens face à la seule question qui va se poser, quelles sont les nations qui s'engagent vraiment et complètement pour la transition écologique. Ça va être le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sera celui de la paix. Nous avons besoin d'un multilatéralisme renforcé, nous avons besoin de grandes nations qui plaident pour la paix, car la guerre est en train de revenir partout. La guerre commerciale voulue par M. Trump, mais elle ne se limite pas toujours aux aspects commerciaux. Nous avons aussi évidemment le conflit terrible aux portes de l'Europe en Ukraine. Il faut que ce conflit cesse, il faut que nous trouvions des moyens pour que les canons se taisent. Et puis enfin, il y a un sujet sur lequel nous allons avoir vraiment beaucoup de travail à mener en commun et sur lequel j'ai particulièrement apprécié la position et la proposition faite par la République populaire de Chine, c'est la question de l'intelligence artificielle. La République populaire de Chine vient de proposer au sommet
de l'Asie-Pacifique, au sommet économique de l'Asie-Pacifique. Le président Xi Jinping l'a dit, il faudrait faire une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle. Voilà quelque chose d'extrêmement important. Au moment où l'intelligence artificielle va bousculer nos vies dans des tas de domaines, sur la question de l'emploi, sur la question de la culture, auquel nous sommes très attachés, nous, Français, et je sais que les Chinois aussi. Dans tous ces domaines-là, il va falloir que nous réfléchissions à la manière de réguler l'intelligence artificielle, à la manière de coopérer ensemble, en particulier au moment où certains géants économiques américains en particulier veulent, eux, une intelligence artificielle qui ne serait finalement que soumise à la loi du plus fort, à la loi du marché, alors que nous plaidons pour une coopération dans ce domaine. Nous le faisons nôtre et nous remercions le président Xi Jinping d'avoir porté ce concept-là, car il me semble véritablement en mesure de répondre à tous ces grands défis que je viens d'évoquer. Transition écologique, paix, et fin de la guerre et des conflits, ou en tout cas limitation au maximum, et puis régulation et développement de l'intelligence artificielle au service des peuples et de l'humanité. Monsieur Ding, on voit que les opportunités sont bien réelles, mais aussi les défis sont nombreux aussi. On voit tout au long de notre discussion tous ces paradoxes. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Quelques mots pour conclure. Pour conclure, il est difficile de conclure en quelques mots parce que la situation est devenue de plus en plus compliquée. Car dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, il y a une émergence du populisme. Et ce genre de populisme exerce une pression dans l'opinion publique sur les pouvoirs politiques dans tous les pays, et donc du coup, ces pays sont devenus de plus en plus protectionnistes. Donc le retour du protectionnisme va empêcher davantage de coopération et de commerce international. Et sans coopération et commerce international, le développement de l'économie va se ralentir forcément. Et le ralentissement du développement économique va avoir des conséquences sur des politiques sociales aussi. Car avec un ralentissement du développement de la croissance économique, les États, donc les gouvernements, auraient moins de fiscalité, de recettes fiscales. Donc ils seraient moins capables de financer des projets sociaux. Le manque de projets sociaux vont susciter davantage de protestations sociales, etc. Donc ça va tourner dans une tourbillon un peu vicieux. Et malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, quand on regarde vers l'avenir, il faut prendre des précautions. Mais seulement les précautions pourraient être servies comme prétexte du protectionnisme. Donc, ça tourne mal. Mais prenons en compte des aspects positifs et des aspects négatifs. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Je suis plutôt optimiste dans la mesure où les entreprises ne veulent pas lâcher les opportunités de coopération. Mais les autorités officielles, les gouvernements, les hommes politiques, ils ont d'autres idées dans la tête. Surtout compte tenu de la situation compliquée de géopolitique dans le monde. Et souvent, ils sacrifient les intérêts économiques soi-disant pour protéger la sécurité nationale. Et tout cela va constituer des obstacles à la coopération économique entre les pays, et tout cela va à l'encontre de ce qu'on appelle la mondialisation. Je vous remercie, M. Ding Yufan, et je vous remercie à tous les participants d'avoir partagé les points de vue avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.